Misko, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, comme tu l'as dit, je suis Misko, je suis illustrateur et auteur de jeux de rôle. J'ai écrit en compagnie de trois acolytes des Terres de Madnac, et ça fait quelques mois maintenant que j'ai des commandes. Est-ce qu'on joue à du jeu en famille dans ton enfance? Oui, il y avait Monopoly, Trivial Pursuit, le Scrabble que je n'ai pas. Non, en famille, pas vraiment. Après, moi j'ai découvert le jeu de rôle, c'est un collègue qui m'a donné la boîte de jeu Pendragon, une version livre dont vous êtes deux héros, un peu géante en plastique, là, et l'œil noir. Donc moi je connaissais pas du tout, j'ai lu, je comprenais rien, j'avais 13 ans je crois, 12-13 ans, et j'ai commencé à jouer vraiment au lycée à 15 ans. Est-ce que tu peux nous citer quelques œuvres sur lesquelles tu as travaillé? Cette année, j'ai travaillé sur Lost London. J'ai fait une dizaine d'illustrations, des petits cul-de-lampe, des choses comme ça. Donc Lost London, c'est un jeu de Batroux et de Calwin, sa compagne, qui devrait sortir en précommande, donc un CF en octobre. Ça tourne autour de l'univers de Peter Pan, où on joue des orphelins qui traverse, qui navigue entre deux mondes, le Londres 19e un peu sordide et le pays imaginaire. Donc c'est inspiré de Peter Pan le roman bien sûr, mais aussi de la BD de Peter Pan de Loisel. Là je viens de terminer, enfin je suis en cours de finition une illustration pour Yin Priden, ça va être destiné je pense à l'écran. C'est une couverture au début, peut-être un écran, on va voir si je peux adapter le format. Si tu ne devais citer qu'un seul jeu de rôle qui a compté dans ton expérience de jeune rôliste, ce serait lequel? Un seul, oui, si vraiment c'est particulier, c'est culte. Ça, a été. J'ai commencé à Donjons et Dragons, ADD. J'avais fait quelques parties de l'Appel de Cthulhu, et puis un jour dans le Casus Belli, sort culte. Alors là, tout le monde est un peu affolé, puis je l'avais acheté, et c'est vrai que ça m'avait passionné au niveau de l'univers. Bon, il y a toute une polémique autour de ça, quoi, hein, la violence, tout ça, mais moi j'utilisais plus cet univers pour faire des aventures d'horreur classiques, entre guillemets, un peu psychologiques, mais ça se tombait jamais dans dans le sordide, quoi. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots de l'univers des Terres de Matnac? On y incarne des éclaireurs. Ces éclaireurs ils font partie d'un groupe, les éclaireurs de Tizalek. Ils vivent à Madnac, sous Madnac, parce que ce sont des rejetés de Madnac, parce qu'ils ont été empoisonnés par l'Upvod. L'Upvod a empoisonné tout le monde, en fait, le monde entier, sauf Madnac. C'est une ville médiévale fantastique, un peu high fantasy, si on veut, qui transmute les éléments, qui s'alimentent comme ça, mais tout le reste du monde a été englouti. Il y a eu une décrue, et l'Upvod, une sorte de virus mutagène qui est apparu, qui a transformé tout le monde en bête, semi-bête. Donc sauf Madnac. Mais ceux qui naissent à Madnac, ils peuvent être contaminés aussi. Et ceux-là, s'ils sont bons, suivant un examen, une épreuve, etc., ils sont enrôlés pour aller explorer l'extérieur. Comme il y a des tensions diplomatiques, des tensions politiques, tous convoitent Madnac parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger, ils vont devoir être tout le temps sur le fil du rasoir, dans une diplomatie un peu guerrière, pour temporiser, pour éviter une guerre totale. Mais en même temps, ils vont devoir aussi équilibrer leurs propres pulsions, parce qu'ils sont touchés par ce virus, qui leur permet de se transformer, d'acquérir des attributs animaux, mais qui les menace de mourir, en fait, à force, de se changer complètement, et de perdre toute leur humanité. Alors c'est plutôt dans un esprit décontracté, même s'il peut y avoir des questions sérieuses derrière, et plus décontracté, donc plus aventure. Le système est très narratif. C'est-à-dire que le joueur peut apporter beaucoup à la scène. Il y a une souplesse dans la mise en scène, proche d'un dessin animé, d'une série d'aventures. Tous les personnages ont des capacités propres. Ils peuvent bricoler entre eux pour sortir tout le temps de situations vraiment, vraiment compliquées, quoi. L'inspiration, c'est venu de Gandhar, des dessins animés des années 70 comme ça, Planète Sauvage, Gandhar, tout l'univers psychédélique. Donc c'est plus science fantasy que médiéval fantastique, puisque cet Upvod-là, c'est une sorte d'esprit naturel. Pas vraiment un dieu, c'est un virus, certes, mais il y a une conscience. Après, les personnages peuvent explorer les ruines, découvrir des traces du passé. Il y avait une haute technologie, ce qu'on appelle technomystique, qui a été perdue ou à moitié retrouvée. Les joueurs sont amenés à vivre des aventures d'infiltration, d'enquête, de mystère, comme ça, technomystique. Est-ce que tu peux nous dire maintenant deux, trois mots de la mécanique de jeu? Elle est basée, d'abord, au départ, on voulait, avec Guillaume Mesterman, celui qui a créé le système, on voulait du narratif dans un fonctionnement de jeu de rôle classique. On voulait éviter les tours par tour classiques, qui permettent donc bien sûr d'optimiser des personnages, d'avoir des personnages fouillés dans l'attitude, mais qui cassent, à mon sens,
la fluidité de l'histoire, la fluidité de l'action, de l'immersion. Donc vous voulez garder l'immersion à tout prix, donc on a éliminé les tours, on a donné la possibilité aux joueurs de lancer eux les dés et jamais le MJ. On a fait une sorte d'hybridation finalement, un peu comme l'univers, où il y a un peu du classique, il y a un peu d'Apocalypse, BPTA je crois, propulsé par l'Apocalypse. Donc tu jettes des dés, tu as des seuils de réussite, et suivant tu acquiers des actions. Si tu as réussi, elles sont positives et tu peux accomplir ce que tu as envie. Si elles sont négatives, tu passes la main au MJ qui lui abat la foudre ou plus ou moins sur les joueurs. Donc ça fait circuler la parole et c'est au MJ de déclencher, en fait, de donner l'occasion, l'initiative aux joueurs d'y aller, quoi. Donc dans un combat, le premier qui parle, le premier qui a une idée, il va lancer ses dés, il va dire je vais faire ça, ou je vais peut-être me manger ça. Quand il y a une sorte de vue d'ensemble de tout le monde, quand tout le monde s'est positionné, quand le joueur A a décidé finalement d'aider le joueur B, il peut le faire, on adapte. Et donc il y a ce petit climat comme ça, 3-4 minutes, où tout le monde adapte l'action, la scène finalement, et le OMJ de dérouler ensuite ce qui s'y passe. Donc ça c'est la base, et ensuite sur cette base on a tout basé dessus. Donc les tests d'intégrité par exemple, donc, qui permet d'utiliser les mutations animales, se basent aussi sur ça. Si on réussit, on peut en avoir une deuxième, si on rate, on perd un point d'intégrité. Donc tout est calqué sur ce système simple, donc 2d8 plus une caractéristique. On vérifie sur 5 degrés de réussite, et suivant le niveau de difficulté, et ça donne un résultat qu'on interprète. On peut avoir des avantages. En termes de système, les attributs animaux donnent des avantages, c'est-à-dire qu'on va jeter des dés supplémentaires, et on va garder les meilleurs. Mais il y a aussi des désavantages, bien sûr, on enlève les pires, on garde les pires. Si c'est le cas, en quoi ce jeu est-il fait pour les néophytes, et peut-être même les enfants? Alors c'est le cas, parce qu'à la base, j'ai fait ce jeu dans l'espoir que mon fils commence à y jouer à 12-13 ans. C'est pour un univers médiéval fantastique d'initiation, entre guillemets. Bon, il faut se plonger dans l'univers, bien sûr, mais je pense que c'est accessible aux enfants. J'ai déjà fait jouer des tables d'adolescents, 14-15 ans, où ils se sont amusés, ils ont compris. Donc c'est assez simple comme système, hein, sur la compréhension des choses. Après, on peut rajouter plein de petites... amener des choses, ça fonctionne très bien pour les enfants. Encore une fois, c'est dans l'esprit des dessins animés, c'est dans l'esprit psychédélique. La violence, même si elle est représentée, elle est figurée comme on peut le figurer dans Mad Max 4 par exemple, c'est de la bande dessinée. Il y a une distance, parce que je voulais cette distance, justement, pour pouvoir que les joueurs puissent se questionner aussi sur l'attitude qu'on peut avoir face à des changés, face à des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc tout ça, si c'était trop brutal, trop violent, ça prenait trop aux tripes, et puis il y a assez de distance pour que ce soit tout public. En quoi ce jeu est-il fait pour les experts? Alors pour les experts, je pense, c'est un cadre, pas l'univers. Hein. L'univers est clos, il a un sens, tout a été positionné et mis en place pour que ce soit clos et que tout corresponde, et tout fasse sens. Pour l'expert, son plus gros travail, finalement, s'il veut du défi, ça va être de faire bouger les lignes, parce que tout est en place, toutes les factions ont les rapports entre elles, etc., pour que ces joueurs, son équipe de joueurs, ses personnages évoluent vraiment, puissent changer le cours des choses. Il y a un défi de prendre des notes, créer une campagne très ouverte, avec des modifications politiques. Est-ce qu'il y a des signaux qui sont envoyés au maître du jeu ou aux joueurs dans le texte qui leur montrent que voilà, cet environnement il est clos, mais ils peuvent le bouleverser? Il y a des ouvertures, ou est-ce que ça a été conçu comme ça? C'était l'objectif? Très vite, on se rend compte, en testant le jeu, qu'on a deux types de joueurs. Le joueur qui veut rester pur, donc dans l'idée des Matnak, c'est leur philosophie, et l'autre joueur, l'autre catégorie de joueur qui lui se lâche complètement, et au bout d'une partie, il est déjà à moitié de son intégrité, et il s'est déjà transformé 15 fois. Donc à partir du moment où le joueur comprend qu'il y a quelque chose à faire, donc, très vite tu te rends compte que tu as un très gros pouvoir. Je pense que si, avec le MJ, il y a une bonne synergie autour de la table, il y a possibilité de sortir du rang. D'ailleurs, dans les scénarios qu'on a écrits, les campagnes qu'on a écrites, on a décrit par exemple un groupe d'éclaireurs qui s'était mis à reconstruire un réseau par lui-même, indépendant du réseau principal. Donc c'est possible pour les vétérans ou les experts d'imaginer une structure qui puisse sauver les terres de Mannac, ou aider telle population, avoir
Avoir de l'ambition, ça c'est possible. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est antinomique qu'un jeu soit fait pour les enfants, pour les néophytes et pour les experts? Non, parce que enfin, moi j'ai une approche enfin, très large du jeu de rôle. Un système, ça se respecte, ça c'est sûr. Un univers aussi, très bien. Mais une façon de jouer, tout le monde l'a, ou pas. Enfin, tout le monde a une façon de jouer différente avec tel jeu, tel jeu, tel jeu. Donc, tu peux jouer à Rêve de Dragon avec les mêmes règles, le même univers, ou n'importe quel autre jeu, ce sera jamais la même table. Ce sera jamais la même ambiance, la même façon de voir les choses. Et, donc, un jeu de rôle, il est fait pour les néophytes, si le système est simple, et pour les experts, si l'univers est riche. Comment on construit une mécanique au service d'un univers? Difficilement. Ça a été long. Je pense que c'est un sentiment, un univers. Moi, je pense que le système se met au service de l'univers, c'est sûr. J'ai longtemps hésité à adapter avec propulsé par l'apocalypse. Je me suis mis là-dessus, il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout ce que je voulais. C'est un problème de qu'est-ce que tu vas jouer autour de la table. Qu'est-ce qui va t'amener quelque chose qui est entre les lignes, entre les règles. Il y a le système. Le système, c'est un système de fluide. C'est un fluide qui va amener les idées, les sensations, la parole aux joueurs et que ça circule. Donc, il faut d'abord un bon univers, pas dans le sens super génial et magnifique. Un bon univers, c'est un univers cohérent et stable. Tu te déplaces là et ça te déplace là. Et puis tu te dis ah ben j'ai envie de rajouter ça, et en rajouter ça, tu perturbes tout le reste. Et pour trouver le bon angle, etc. Au départ, j'ai hésité. Est-ce que les joueurs vont être déchangés? Est-ce que les joueurs vont être importants à Mannac? Suivant le biais et la porte par laquelle tu veux que les joueurs rentrent, le système change. Si j'avais voulu un truc politique, vraiment politisé, donc une approche diplomatique des choses et très comme ça, c'est plutôt ambre. Donc, tu te diriges vers faire des choses à valeur fixe. Le jet de dés n'existe quasiment plus, où le hasard perturbe peu de choses, et c'est ton talent donc le talent de personnage à être fort, mais c'est toujours fixe, tu sais. Donc il est fort, et celui qui est faible, jamais il battra le fort. Ce qui fait que, en faisant ça, cette règle-là, ça évacue du système le combat. Donc, il n'y a plus de nécessité de règles de combat. Du coup, autour de la table, tu sais que tu ne vas plus te battre. Mais que tu vas réfléchir à la manière d'aborder un type que tu sais plus fort que toi, et qui risque de rouster. Donc, tu changes ton jeu, tu changes ton approche de ton personnage. Et le système, c'est ça, pour moi. Là, plus spécifiquement dans Matnac, c'est toujours le fait de pouvoir puiser dans une jauge, comme un rappel de Toulouse. Le fait dans Matnac de perdre de l'intégrité, ça te donne du pouvoir. Et inversement. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le pouvoir et perdre ta santé, ou conserver ta santé et perdre un peu de pouvoir et négocier au lieu de te battre. À Mannac, le fait de venir de Mannac et qu'ils soient obligés d'aller à l'extérieur, il fallait bien qu'il y ait dans le système cette relation-là, cette chose où ils viennent d'un monde sécure, parfait, et ils vont affronter le chaos. Quand ils gagnent, ils réussissent leur jet, ça montre qu'ils sont forts, que c'est l'élite de Mannac. Quand ils ratent, ils s'en prennent plein la gueule. Ça a été, au niveau du système, dosé pour ça. C'est-à-dire qu'on a dosé les réussites, les statistiques, les probabilités. Merci Guillaume Westermann pour le superbe travail, parce que ça, c'est très dur. Il a passé des semaines et des semaines à revoir les probabilités, parce qu'à chaque fois, à chaque partie, je lui disais « Ah, c'était un peu trop facile pour eux. Ah bon, on faisait le tableau. Ah, un peu trop dur. » Et on a trouvé là le dosage où c'est dur, de base, hein, c'est un peu Mad Max, quoi. Hein. Bon, le monde est dur. À un moment donné, ils ont de quoi. Ils ont de quoi s'en sortir, mais s'ils s'en sortent, s'ils utilisent pour ce pouvoir-là, à long terme, ils vont le payer. Donc c'est le dilemme. Est-ce qu'on peut étendre une œuvre à l'infini, ou est-ce qu'il y a un moment là où il faut savoir s'arrêter? Ah oui, il faut savoir s'arrêter. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai trop d'idées en tête, trop d'images pour... Et déjà, là, j'ai passé quand même près de 8 ans. 2013, août 2013, j'ai commencé. Donc, oui, non, il faut savoir s'arrêter. Oui. En plus, j'avais prévu que ce soit clos, comme je te dis,
Et même en termes de gamme, il n'y aura pas de gamme. Ce sera un univers clos et ce sera comme ça. Et je pense que c'est toujours pareil. Moi, j'ai jamais suivi de grande gamme. Avec un livre de base, j'ai assez de quoi, et puis je l'ai fait un peu comme j'aime faire le jeu de rôle, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a trop de financement participatif? Est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle qui sont édités? Ah, non. Non, trop de va jeux de avec rôle, non, là-dessus. je pense pas. Trop de jeux de rôle trop vite, oui. Croisé avec le crowdfunding. Moi, le jeu de rôle en ce moment, ça me fait penser à la BD dans les années 90-2000. La BD, elle était confidentielle, c'était comme le jeu de rôle en fait, hein, à l'époque, un peu plus connu. Personne s'intéressait, bon, il y avait de la production, il y avait de la BD, hein, de la bonne, de la mauvaise, de la très bonne, de la très mauvaise, mais c'était confidentiel. Arrive Soleil, les années 2000, Soleil, etc. Le gars met je sais pas combien sur la table et il dit demain je serai le numéro 1. Et en effet, il est devenu le numéro 1. Mais à quel prix au prix de produire trop, payer des auteurs pas assez et casser des mains. Ce que j'appelle casser des mains, c'est-à-dire que les forcer à 20 ans à appliquer un style, à dire tu vas dessiner comme ça. À 25 ans, il a fait sa série, s'il a eu de la chance, il a sorti ses 3 tomes, et puis on l'appelle plus. Parce qu'il y en a 10 comme ça derrière. Comment il sait plus dessiner, c'est pas son dessin. Donc il va être là, il va être dégoûté. Il va faire du petit soleil. Et il a fait ça, tout le monde s'y est mis. L'association à Paris a essayé de contrebalancer ça en proposant quand même une offre Sphare, etc. Très originale, mais peut-être trop originale. Mais en attendant, celui qui a gagné, c'est ni l'auteur, ni l'éditeur, ni rien, c'est le marché. Donc produire de la culture pour en faire un marché, bah, c'est plus de la culture. Le jeu de rôle avec le CF, je pense que ça va s'arrêter avant que ça devienne comme ça, parce que les rôlistes, ils sont moins, ou en tout cas, ils n'ont pas réussi à trouver le levier pour attirer je ne sais qui, mais je sais que Soleil avait attiré plein de gens du grand public. Moi, il y avait des amis, un an avant Soleil, qui me disaient la BD, moi je lis jamais, je m'en fous, c'est nul. Et parce que ça a été dans les supermarchés, dans toutes les boutiques et à la télé, et ils ont commencé à lire des elfes, des nains et des dragons. Je pense que le jeu de rôle, il n'arrivera pas à trouver ce public-là. Pas aussi vite, pas avec les CF. Parce que les CF, ceux qui ont eu les déboires avec les CF, ce sont des rôlistes. Il y a le jeune rôliste qui veut découvrir Et son les jeu. joueurs savent compter. Et les joueurs savent compter. Et à un moment donné, il faut trouver le pigeon. Pigeon une fois, 2 fois, 3 fois, ça lasse. Donc, ce qui peut arriver de bien, je pense, parce qu'avec le confinement, tout ça, c'est compliqué, tout le monde s'est pris dans les dents. Ce qui peut arriver de bien, ce sont des petits magazines, des revues périodiques, moins chères que des CF à 200 €, qui conservent un peu des gros CF, de temps en temps. Je pense que l'édition CF depuis 15 ans que ça se passe, c'est fini. C'est fini. À terme, il n'y aura que les gros qui vont continuer comme ça. Parce que c'est la confiance qui compte. Après, trop de CF, non. Quel pourcentage touche un auteur? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que touche un auteur par rapport à un illustrateur, un éditeur, un distributeur, un magasin vendeur? Est-ce que le partage tel qu'il est légitime? Moi, ce qu'on m'a dit, ça touche environ entre 6 et 10%. Sachant toutes les marges, tous les calculs et tout ça, tu comptes tout, hein, les postes, tu as 50% pour les boutiques, 25% pour l'imprimeur, les transporteurs, tout ça. Bon, tu arrives à ça. Si on paye les auteurs et les illustrateurs au prix où on vaut, donc à 10 balles, tu n'achètes pas le jeu de rôle. Moi, je pense que c'est plutôt une attitude qu'il faut changer plutôt que des prix. Bien qu'on ne soit pas assez payé quand même, c'est pas le problème. Mais c'est une attitude de l'éditeur, de la boutique, du lien qui se crée entre un auteur, un éditeur, etc. Si c'est un lien purement financier, purement pécunier, il n'y aura jamais d'évolution. C'est pourquoi un éditeur va payer 20, 30 ou 40%, nous rêvons, mais un illustrateur ou un auteur, si d'abord concurrence, donc il y aura toujours quelqu'un qui voudra travailler moins cher, un peu moins, et si surtout un problème de valeur. On s'aperçoit que si un auteur crée son jeu, écrit son jeu, l'illustre et l'édite lui-même, il gagne quand même pas de l'argent. Donc c'est que c'est un problème de cohérence collective. C'est-à-dire, pourquoi
à un moment donné, à notre époque, on continue à créer des objets culturels, de la culture, de l'art, on continue à faire des choses comme ça, sachant que ça ne se vend pas, sachant que ça ne rapporte rien, sachant que de nos jours, que ce soit la culture ou partout ailleurs, euh, l'argent rentre dans les machines, dans, les, dans le papier, dans les choses qui nous dépassent. On n'est plus on tapait au bureau de l'éditeur, salut poulet, t'en es où ta planche, file-moi 500 balles, je te la finis ce soir. Donc l'imprimeur, lui, il cherche pas, hein, il clac, 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 c'est 50 000. Ah bon, tiens, et les 50 000, c'est pas l'auteur qui va les sortir. Il faut bien quelqu'un qui prenne le risque aussi. Et le temps de travail, c'est phénoménal déjà d'écrire un jeu de rôle. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Tous les 6 mois, je me suis dit, tiens, il est fini. Ça fait 7 ans. Et tous les 6 mois, tu te dis, ah, on y est presque, et puis, oh, et puis ça se rajoute, et puis tu te dis, ah, c'est pas assez, et puis ça se rajoute, et pour porter ça, il faut continuer derrière. Il faut appeler l'imprimeur, il faut négocier les prix, il faut aller chercher les CF, il faut faire la campagne. On a fait la campagne, 3 mois de campagne, on était mort. Je me levais à 4 heures, j'étais mal, ça ne marchait pas. J'étais là, qu'est-ce qu'on fait un taux de stress. Il vaut mieux être chacun chez soi et espérer que des fois tu gagnes bien. Des fois, il te dit j'ai 30 euros. Il y a le plaisir aussi. C'est un petit marché, c'est un petit milieu. On ne fait pas ça pour l'argent. Sinon, j'aurais nettoyé des yachts. C'est plus facile, ça rapporte. Donc, c'est un plaisir. Après, s'il y en a qui escroquent. Combien sera vendu Les Terres de Matnac, le jeu de base, en magasin? Et combien tu touches sur cette somme? Mon éditeur me dit qu'il sera vendu 45 euros. Il peut augmenter à 50, mais j'espère pas. Il fait 400 pages, moi je le veux. 45, c'est le grand maximum. Ensuite, qu'on touche sur le prix de vente d'un livre. Donc Posidonia est une maison d'édition et ça a été son choix de donner un gros pourcentage aux auteurs. Donc 20%, ce qui est bien. Parce qu'ils n'ont pas les frais fiscaux d'une société, parce qu'il ne peut pas faire de la pub non plus. C'est vraiment pour le milieu du jeu de rôle, pour un peu changer les eaux. On est 4. On a fait 4% chacun, plus 4 pour moi pour les illustrations. Donc je gagne 8%. D'accord. Ce qui fait 3,50 €. Par ouvrage. Pas. Est-ce que tu as été libre pour construire ce projet? Est-ce qu'il y a des choses qui s'imposent ou qui t'ont été imposées? Non. J'ai commencé, j'ai trouvé mon éditeur l'année dernière. Mais j'avais démarché un éditeur que je salue, Michel Chevalier, un éditeur de Bretagne, qui a été un fan de la première heure, hein, salut Michel. Mais les besoins du livre, donc tout couleur, je voulais couverture rigide, je voulais, a fait qu'on n'a pas travaillé ensemble. Donc j'ai démarché ça, j'ai démarché les 12 singes aussi. Ça s'est pas fait non plus. Le projet était trop abouti à ce moment-là déjà, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui veulent apporter leur touche aussi, leur marque. Hein. Ça s'est pas fait. Donc ça s'est fait tard et de toute manière ça s'est pas fait à chaque fois parce que à la base j'avais des exigences. Ça a été un défi, un combat contre moi-même. Maintenant on est sur des projets. Je pense on va récupérer le système de Mannac avec Guillaume. On va faire des petits jeux, des petits univers. 100 pages, format A5, comme ça, mais beaucoup plus librement. Il y a moins d'enjeux. Non, je te dirais, on prend ce jeu-là, cet univers-là, on colle la Slender, on colle, peu importe, c'est pas grave. Et Mad c'était quand même mon bébé, quoi. Donc, voilà. Donc, il m'aide, il corrige mon éditeur. Est-ce que l'auteur, en l'occurrence l'auteur illustrateur dans ton cas pour Les Terres de Matnac, a son mot à dire sur la façon dont le financement participatif est exploité? Au départ, il m'avait dit tu auras un livre 400 pages, couverture rigide, couleur, un lait signé, un écran, tel écran, 5 livrets. Il avait déjà sa formule en fait. Et donc la carte sur tissu 40-60, etc. Donc la formule, c'était très bien comme ça. Voilà. Donc après, j'ai essayé de rajouter des choses.
compliqué. Alors on parle de dés. C'est pas dans la campagne, mais on parle d'avoir des dés peut-être à la livraison. On va voir. Des dés spéciaux. Est-ce que le JDR est une activité accessible au grand public selon toi? Oui. Oui. Alors moi je trouve que les enfants, ça marche à tous les coups, quasi. De toute façon l'enfant qui ne veut pas jouer à quelque chose, il le dit, donc tu te retrouves avec des jeunes qui veulent jouer. Donc, ça marche, mais ça marche très bien, moi je trouve. J'ai fait des parties avec mon fils, le neveu de ma compagne, etc. Avec moi en tant que joueur, un vieux de la vieille, un expert comme tu dis, qui a maîtrisé. Bon. Moi je trouve que c'est accessible dans la mesure où c'est convivial. Il y a un avant la partie, il y a un pendant la partie, il y a l'entracte, il y a quelque chose d'humain, qu'on n'a plus beaucoup. Et le fait de se rencontrer en physique, de discuter, de rigoler, tout ça, moi je pense que oui, c'est une activité alors accessible, c'est pour un joueur, oui, ça soit autour de la table. Pour un maître de jeu, ça sera toujours un peu plus d'implication. Pour le grand public, ça demande une sorte d'engagement, quoi. Un jeu de rôle, c'est comme un roman d'ailleurs. Tu prends un jeu de rôle, tu le lis dans ton lit, dans le bus, quand tu en achètes le premier, c'est ça. Le grand public, bon, je le vois mal s'impliquer le soir en rentrant, en rentrant du travail, à dire ça, à pouvoir le jouer aussi, amener des. Voilà. Il faudrait vraiment que ce soit, oui, sous forme de club, mais voilà, ça attire du monde quand même, les clubs. Quels sont tes projets en cours? Tu as déjà parlé un petit peu de quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu voudrais nous parler? Principalement, Ensuite, on finir des projets, Madnac, donc finir la maquette, finir tout pour décembre. Donc ça, je me suis mis sur ça, que sur ça, au quasi. Et après, donc il y a le jeu Peter Pan, j'ai participé avec Batro, donc ça c'est CF en octobre. Donc pour l'instant, moi j'ai fini mon travail. En gros, il me reste un petit truc à faire, mais l'année prochaine, alors j'ai 2 projets, 2 ou 3 même, mais un gros avec Batro sur un space opéra africain, Yoruba précisément. Les Yoruba, c'est un peuple du Niger qui a une religion particulière, la Ifa. Donc ce peuple-là, c'est une anticipation, un space opéra. Ils ont quitté la Terre en emportant avec eux leur territoire, des gros vaisseaux tête. Les esprits Yoruba sont disséminés dans des intelligences artificielles et tout ce peuple est parti dans les étoiles et ont traversé l'espace. Donc il y a des Yazd, des Asd, c'est des sortes de vampires de l'espace. Il y a les brutalistes, c'est une sorte de mecs qui créent des vaisseaux spatiaux avec des cubes qu'ils agencent comme ça mute sans arrêt. Donc il va avoir tout un panthéon quoi, de créatures comme ça, adaptées au système de Pathfinder, avec des classes spéciales, etc., liées au monde. Et on va diffuser ça par abonnement, sous forme de Tipeee, ou Patreon. Quoi. Donc on va proposer un abonnement, et tous les 2 mois, on va sortir un fascicule où là, on va être plus dans le making-of en fait, avec plan de vaisseau, études de personnages, d'objets, des illustrations de pleine page. Et on va, pendant 2 ans, donc c'est prévu sur 2 ans, créer l'univers avec les pledgers en fait, avec nos soutiens. Donc un soutien, il pourra demander un focus particulier sur un élément particulier de l'univers. On lui donnera les descriptions, les données techniques, l'illustration, et créer ça comme ça sur le long terme. Un autre gros projet avec Guillaume Masterman justement, où là on compte créer un petit studio, un studio de création, le studio Surowi. Alors Surowi c'est l'héroïne dans Mad Max. Alors pour le clin d'œil, c'est là je vous disais, on va sortir des petits univers de 100 pages avec un système de Mad Max allégé et modifié, adapté à l'univers, en format A5, noir et blanc certainement. Donc là, le premier qu'on va sortir, pas avant fin de l'année prochaine, hein, mais on va commencer à le lancer comme ça. Ce sera posthume, un univers cyberpunk, dark cyberpunk. Vous voyez Blame, on va pas chercher plus loin, ça va être à peu près ça, un peu plus organique. Qu'est-ce qui pourrait être apporté aujourd'hui dans le jeu de rôle? Je dirais, moins de licences vieilles de 40 ans. Moi je pense que je jette pas la pierre à ceux qui jouent à ces jeux, j'y joue aussi. À un moment donné, il faut taper dans la fourmilière. Des habitudes qu'on a depuis 40 ans, ou 30 ans, les jeunes joueurs qui arrivent, ils n'ont plus ça. Ils jouent plus comme nous on jouait. Et donc ils demandent autre chose. Qui leur apporte? On ne sait pas. Il n'y a pas vraiment le type qui dit... alors il y en a, il y a des expériences, il y a des gens sur
sur Facebook, je vois passer, tiens, j'imagine des choses sur des jeux vidéo, ou émuler telle série, telle chose, etc. Je vois aux États-Unis diffusé, relayé par Mathieu B régulièrement des jeux anglo-saxons. Il y a beaucoup de jeux, petits jeux, mais une proposition, t'as de tout, joue à tout. En France, on est toujours un peu timide parce qu'il y a toujours une sorte de complexe artistique, que ce soit beau, que ce soit lisse, il faut que rien ne dépasse, il faut que ce soit fini, il faut que ce soit monument historique avant que ce soit ouvert, une sorte de sacralité des choses. Bon, il y a des choses où des fois on réussit, des fois on les rate. Donjons et Dragons n'est pas apparu avec ses 600 pages, son beau dragon rouge sur l'écran, et ses petits logos créés par Wizards of the Coast. Il est apparu avec des bouts de papier, du jeu. C'est là que la frontière commence à être fragile entre le jeu, l'objet jeu, le livre jeu, beau, tout, parce que c'était beau avant, hein, et l'objet produit. Donc, tu ne l'achètes plus que pour la déco, que parce que c'est beau. Tu joues même plus, collectionne. Il n'y a rien contre les collectionneurs, mais c'est plus du jeu de rôle, c'est de la collection. Tu collectionnes Magic, tu collectionnes jeux de rôle, tu collectionnes des voitures. Pour un joueur, pour un public, tout ça c'est très bien. Pour la création, pour un auteur, si on reste avec des vieilles franchises, si on reste dans le conformisme, on arrive à un moment où les gens ils achètent plus de CF. Et ils se disent non, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Ou des fois achètent des CF en disant cette illustration elle est magnifique. Et en fait le jeu il n'est pas jouable. Parce qu'il n'a pas été testé ou parce que ça a été fait juste pour avoir un petit peu d'argent. Il faut être vigilant à mesure où les créateurs doivent apporter quelque chose d'original, original, pas l'originalité dans le sens je n'ai jamais vu original dans le sens de soi-même. Et le public doit se méfier aussi, il a sa responsabilité dans tout ça. C'est bien joli de dire le CF, les voleurs, dans le milieu du jeu de rôle. On doit être peut-être, je sais pas combien de joueurs, la fédération doit le savoir, mais peut-être 10 000, 6 000. Combien il y en a qui achètent de jeux de rôle ? 3000, 2000. On sait bien qu'avec 2000 personnes, on ne peut pas avoir des produits de cette qualité-là. C'est infaisable, mathématiquement. La comptabilité, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Moi, je pense que c'est ça. Si le jeu de rôle, comme le monde entier d'ailleurs, revenait à quelque chose de plus simple, Plus de création originale. plus de tripes, les gens, au bout d'un moment, ils devraient se rendre compte que tu vas acheter une boîte à 250 € qui est très belle de l'Appel de Cthulhu, mais il faut savoir que cette boîte-là, c'est de la perte. Donc il ne faut pas s'étonner que 10 ans plus tard, tu remettes tes sous, et puis il n'y en a plus. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais gagné d'argent. Est-ce que tu peux conseiller 3 œuvres? Mais alors, ce que tu veux, jeu vidéo, une BD, un manga, un jeu de rôle, un roman, ce que tu as envie, 3 œuvres. Dune. Le roman. Le cycle Dune. Ça, pour moi, c'est le space opéra, à la fois physique, métaphysique, il y a tout dedans. Mad Max. Le cycle entier, j'ai une petite préférence pour le 4. Le 1 est bien, mais il est... Bon, non, on arrive au lard. Mais ouais, Mad Max, le 4, ça m'a scotché, ça faisait au cinéma comme ça, longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. Et en 3, je dirais la musique progressive, rock progressif. Pink Floyd, Genesis en ses débuts. Un conseil aux joueurs et au MJ, puisque le MJ est un joueur également. Prenez plaisir. Au MJ, il ne faut pas trop stresser. Et ne préparez pas trop non plus. Préparez, survolez, imaginez, mais ça ne se passera jamais comme vous avez prévu. Conseil au MJ, de la souplesse. C'est pour s'amuser et faire plaisir aux joueurs qu'on fait MJ. C'est pas pour torturer les gens et leur dire non, tu peux pas le faire. Non, au contraire. Oui, tu peux le faire. C'est pour ça qu'ils sont là, les gens. Pour rêver, pour s'amuser. Et un conseil aux joueurs, c'est plus compliqué, j'ai rarement été joueur. Apprenez les règles. Apprenez les règles. Au moins les bases. Pour que le MJ vous supporte un peu. On remercie la boutique JSST Jeux de nous avoir reçus pour cette interview. Je remercie toute l'équipe de la Graal TV. Misko, merci d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.